à tous et bienvenue au 13h, voici le sommaire. Séance d'échange et d'information entre la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et les institutions impliquées dans l'organisation de l'élection d'avril 2021. Les précisions dans un instant. Signature d'accord de partenariat entre le Bénin et Baltimore aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 26 janvier 2021. Les précisions sont à suivre. Et puis en interactualité, nous irons en Chine, à Shanghai précisément, où cette ville se soucie de l'éducation des enfants. Voilà pour le sommet. Merci de choisir Télé pour vous informer dans le but du bon déroulement du processus électoral. Pour la présidentielle d'avril 2021, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce mardi 26 janvier 2021 une séance d'échange et d'information à l'endroit des responsables des partis politiques, des acteurs de la société civile et responsables d'institutions associées au déroulement du scrutin prévu pour durer 2 jours. La séance est ouverte par les responsables des partis politiques, Stélia Padonou, Paul Esther Saoussi. Ces responsables de partis politiques ont répondu favorablement à la séance d'échange et d'information sur le déroulement du processus électoral de la présidentielle de 2021 organisée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les responsables de la dite institution ont tenu à faire le point de l'exécution du calendrier électoral et rappeler à leurs hôtes les différentes pièces à fournir pour les déclarations de candidature, lesquelles pièces sont rangées en 2 parties, celle commune valable pour le duo et celle individuelle que chaque candidat doit déposer. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les 2 et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions. Il faut quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Les participants à cette séance d'information ont été également outillés sur les rôles et les responsabilités des partis politiques et candidats dans le processus électoral. Après avoir suivi religieusement les différentes communications, quelques représentants de partis ont fait cas de leurs préoccupations. Plusieurs fois, le mot transparence est sorti. Mais j'avoue très honnêtement que jusqu'à la fin, je me demande quelle est l'information que je vais recevoir après les avoir écoutées. Lorsque je sais d'avance que nous allons à une élection qui ne sera pas inclusive. Le recrutement du personnel électoral, c'est un acte de transparence aussi. Alors, il serait très bien qu'on nous en donne un aperçu. Au sujet des doléances relatives aux questions d'inclusivité et de parrainage et celles de recrutement du personnel électoral, le président Emmanuel Tiando clarifie. Le rôle de la Sénat, d'après le code électoral, c'est d'appliquer la loi qui a été votée par l'Assemblée, étudiée par la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Est-ce que c'est opportun de faire le parrainage? Ça, c'est débat politique, ça ne concerne pas la Sénat. Est-ce que cette élection-là sera inclusive ou pas? Ça ne concerne pas la Sénat. C'est des débats d'ordre politique qui relèvent des politiques. Si on a besoin de 546 et que 10 000 personnes viennent, mais les 10 000 personnes ne peuvent pas être prises, ce n'est pas possible. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent « Mais moi, je veux que les gens de mon parti soient là seulement. » Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, il n'y a plus de transparence. Les responsables de la Sénat vont aussi rencontrer les acteurs de la société civile et les cadres des différents ministères et institutions concernés par le processus électoral pour le même exercice.
Après les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome a rencontré ce matin les représentants des institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Le président et la vice-présidente de la Sénat ont apporté des réponses aux préoccupations présentées. On suit un extrait des échanges. C'est parce que justement nous sommes convaincus que c'est un travail commun que nous avons décidé de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit les institutions de la République, les organisations de la société civile et notamment aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours appuyés dans la préparation et la tenue du scrutin, d'autant plus que cette année, il y aura le vote des Béninois de l'extérieur. Et ce vote des Béninois de l'extérieur implique nécessairement les échanges avec les représentants des différents pays dans lesquels le vote va se tenir à l'extérieur du territoire national. Le gouvernement a décidé d'organiser, à la différence de certains pays, le vote des Béninois de l'extérieur. Et pour ce faire, comme il a été si bien dit, nous avons mis un comité paritaire sur pied, Sénat, ministère des Affaires étrangères. Mais avant que nous n'entrions véritablement dans le vif du sujet, nous attendons de la LEPI, nous attendons du COS LEPI, qu'elle puisse nous dire de façon précise et exacte, même si on le sait déjà par ailleurs, mais nous avons besoin du support formel des différents endroits où ce vote-là sera organisé. S'il est vrai que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur doivent veiller au respect des gestes barrières, qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui viennent voter, qu'on s'assure qu'ils sont porteurs de leur masque, qu'ils sont désinfectés les mains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens qui pourrait impliquer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé? À la réflexion, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas confier ce rôle-là à la société civile. C'est-à-dire qu'au niveau de la société civile, on puisse identifier des personnes qui puissent, ce jour du scrutin, au niveau de chaque centre, pour ne pas dire au niveau de chaque poste de vote, assurer ce contrôle-là du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La question est posée. Mais je pense qu'on va la formaliser puisque nous rencontrons ce soir la société civile et nous allons voir comment est-ce qu'ensemble on peut organiser cet aspect-là pour que ce volet sanitaire puisse être pris en compte afin qu'au lendemain du scrutin, on ne vienne pas constater que le taux de la maladie a augmenté dans notre pays. Les professeurs Joël Aïvo et Victor Tokpanou se sont exprimés ce week-end sur les réformes politiques et la prorogation du mandat présidentiel. Une équipe de la rédaction est allée recueillir les avis de quelques étudiants en droit à l'université d'Abomey-Calavi. On les écoute au micro de Céline Bovy, Stanislas Atadeon et Sylvain Aïroto. Après une petite analyse de part et d'autre, je me suis dit que M. Aïvo n'était pas dans une posture de professeur de droit en ce moment, mais il était en tant qu'homme politique, ainsi que M. Tokpanou. Quand j'ai suivi M. Tokpanou, il défendait le parrainage et quelques autres points. Là aussi, je me suis dit que M. Tokpanou était dans une posture d'homme politique et non pas de professeur de droit. C'est vrai, après avoir suivi le professeur Joël Aïvo, j'ai compris en réalité que le professeur défend en premier lieu, il défend la démocratie. Le professeur Tokpanou a aussi fait ses analyses. Il a comparé la vie d'avant, les pratiques de la démocratie ancienne et les pratiques de la nouvelle démocratie instaurée par le gouvernement. Même M. Joël Aïvo a soutenu aussi, parce qu'en 2012, si j'ai bonne idée, M. Aïvo disait que le parrainage n'est pas en quelque sorte une mauvaise chose, comme moi-même je le soutiens d'ailleurs. Je pense que c'est normal qu'il y ait parrainage, c'est normal vu le nombre de candidats qui se présentaient aux élections et pour améliorer, pour assainir sur le milieu politique, il faudrait qu'il y ait une touche à cela.
Sinon, ce que moi j'aimerais demander à Joël Aïvo, que ce soit à Tokwa, nous sommes tous du Bénin. Donc de mettre de l'eau dans leur vin et tout ira très bien. Et ce que je demande à tout le monde, à la classe politique, est que ce que nous ne voulons pas au Bénin, nous ne voulons pas que ça se passe. Et ça ne se passera jamais. Tout n'est pas noir dans cette gouvernance et que tout le monde est en train de le voir. Tenu ce dimanche du championnat communal de jeux de pique à Parakou, 560 participants et 70 équipes y ont pris part. C'est une initiative du promoteur de la FEM KDK qui a une fois encore prouvé son attachement à la jeunesse en lui offrant une distraction saine. Stélia Parounou, Paul Estessa aussi. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une fête pour la jeunesse de Parakou. C'est sans coloration politique, c'est simplement la jeunesse de Parakou qui gagne. Que la meilleure équipe gagne et que la fête soit belle. Que la fête soit belle, c'est sur ces mots que la conseillère aux affaires sociales et culturelles de la municipalité de Parakou, Adiza Aruna, a lancé la grande compétition du jeu de pique au champ de la foi de Parakou. Ce championnat qui a réuni 560 jeunes venus des 58 quartiers de la dite commune. Démarré dans la matinée aux environs de 10 heures, ce n'est que dans la soirée que les meilleures équipes ont été identifiées. C'est l'équipe de Banikani qui a occupé la première place. Elle a reçu de la part de l'organisateur de la compétition un trophée, un lot de maillots et une enveloppe financière de 125 000 francs CFA. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième équipes ont quant à elles, en plus des lots de maillots, reçu chacune une enveloppe financière contenant respectivement 75 000 francs, 50 000 francs, 30 000 francs et 20 000 francs CFA. Ce fut un plaisir, un grand plaisir de le remporter. Et je dis au passage merci, sinon un grand merci au promoteur qui a pris une belle initiative de nous rassembler, la jeunesse paraquoise, de nous rassembler autour d'une fête. Toutes les têtes de la jeunesse se sont retrouvées ici, dans ce lieu. Et mon équipe en est sortie vainqueur. S'il en a encore, on espère bien pour l'épanouissement de la jeunesse du Borgo, en particulier celle de Parakou. Le maire de la ville de Parakou a salué le choix de sa commune et a plaidé pour que l'initiative soit étendue aux autres communes. J'avais toujours pensé que seul le football pouvait mobiliser la jeunesse. Cela confirme qu'à Parakou, nous avons besoin de ces événements-là pour nous divertir. Merci aux parrains de l'événement, le premier adjoint de la municipalité de Parakou en la personne de Charles Toko. Il a été génie ailleurs, mais ici aussi il vient de nous montrer qu'il est encore un génie. Charles Toko, initiateur du dit championnat, se dit satisfait de la réussite de l'événement. Pour atteindre le cœur de Parakou, c'est d'abord les assembler. J'ai voulu rassembler les jeunes, je leur parlais de l'agriculture, qui peuvent s'épanouir à travers l'agriculture. À part le football, aujourd'hui on peut dire que la compétition de pique est la plus grande compétition de Parakou. Nos objectifs sont atteints. Championnat de pique à Parakou, le premier adjoint au maire, Charles Tokor, vient à travers cette initiative redonner le sourire à cette couche de la société. Le Bénin devient partenaire avec Baltimore aux États-Unis dans l'organisation de la Coupe du Monde 2026. La signature d'accord s'est déroulée ce mardi 26 janvier 2021 au ministère des Sports à Cotonou. Précision, Karina Deni, Prudence Koussouron. Le Bénin, potentiel partenaire dans l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Voici l'acte qui vient de le mettre dans cette posture. Signature du partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui va permettre encore une fois au Bénin de se révéler au monde entier. La Coupe du Monde 2026 qui va jouer en partie aux États-Unis pour 10 stades, mais aussi au Canada et au Mexique. La ville de Baltimore, la candidature a été sollicitée pour un partenariat qui permettrait une visibilité au Bénin pendant la compétition de cette Coupe du Monde 2026. Au-delà des avantages sportifs liés à ce partenariat, il convient de préciser que cet accord impactera positivement d'autres secteurs, notamment l'économie et la culture. Ces échanges entre les États-Unis et l'Afrique
avec énormément d'Afro-Américains, d'Afro-descendants qui veulent retrouver leurs racines sur le continent africain. Pour nous, pour le Bénin, avec la volonté de développer le tourisme, un tourisme important qui est le tourisme mémoriel, permettra d'accueillir encore une fois des Afro-descendants, que ce soit sur Ouida, que ce soit pour la route des esclaves, tout ce qu'on appelle ce tourisme mémoriel. Le troisième, je dirais que d'un point de vue économique, il y a à Baltimore tout un tas de sièges de grandes sociétés qui sont associés à cette Coupe du Monde. Et on va associer le développement du sport qu'on a ici. Le ministre Oswald Omeki accueille avec enthousiasme ce projet qui, selon lui, vient rehausser le sport béninois. Il rassure. L'assurance que la volonté du Bénin de répondre favorablement à cette demande de partenariat obéit à notre logique de nous associer à tous ceux qui peuvent entreprendre une action dans l'intérêt de notre pays. À vous confirmer que ce soutien à la candidature de cette ville américaine, qui a beaucoup de similitudes identitaires avec notre pays, est un soutien qui pour nous est tout naturel. Et à confirmer qu'enfin nous allons, au-delà de ce soutien, nous organiser nous-mêmes pour que le Bénin soit présent à cette Coupe du Monde 2026. Nous avons bien l'ambition de faire en sorte que, avec une bonne organisation et avec, comme vous le savez, le soutien de chacun de vous, notre pays puisse, en tout cas, participer à cette Coupe du Monde. Il faut noter que le Bénin est le premier pays à signer un tel partenariat avec l'Amérique. En interactualité, la réunion de l'agenda de Davos du Forum économique mondial a commencé en ligne sur le thème « Une année cruciale pour reconstruire la confiance ». L'événement de cette année, qui va durer 5 jours, attire des dirigeants, des universitaires et des hommes d'affaires de plus de 70 pays. Reportage. Le monde se réunit lors d'une réunion de dialogue pour discuter des solutions aux défis mondiaux sous la menace de la pandémie de Covid-19. Le fondateur du Forum économique mondial a appelé à une action immédiate. Je crois que c'est le meilleur moment pour réinitialiser nos politiques et travailler ensemble pour un monde pacifique et prospère. Le président chinois Xi Jinping a partagé son sentiment dans son discours spécial, appelant à une action mondiale, à une réponse et une coopération pour faire face aux défis, alors que le monde traverse ce que certains experts appellent la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les problèmes que rencontre le monde sont complexes et compliqués. La manière d'en sortir, c'est de maintenir le multilatéralisme et de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Il a appelé les pays à intensifier la coordination dans les politiques macroéconomiques, à abandonner les préjugés idéologiques et à suivre la voie de la coexistence pacifique et des bénéfices mutuels. Il a déclaré que les urgences de santé publique comme la Covid-19 pourraient très bien survenir de nouveau et que les problèmes mondiaux devraient être résolus avec l'unité et la consultation au lieu de la confrontation. Construire de petits cercles ou entamer une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, imposer volontairement le découplage, la perturbation de l'offre ou des sanctions et créer l'isolement ou l'éloignement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. Nous ne pouvons pas relever des défis communs dans un monde divisé et la confrontation nous mènera à une impasse. Xi Jinping a attaché une grande importance au système international centré autour des Nations Unies ainsi qu'à l'ordre mondial fondé sur le droit international. Il a souligné que le monde devait donner à l'Organisation mondiale de la santé tout le rôle qui lui est réservé. Il a également appelé à des réformes pour l'Organisation mondiale du commerce et le système financier mondial. Il a exhorté les parties à respecter l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique et à promouvoir le développement vert. Et Xi Jinping a réitéré l'engagement de la Chine envers le monde. Nous suivrons une nouvelle philosophie de développement et favoriserons un nouveau paradigme avec la circulation intérieure comme pilier et les circulations nationales et internationales se renforçant mutuellement. Il a ajouté que la Chine continuerait de mettre en œuvre une stratégie gagnant-gagnant en ouvrant son économie afin d'offrir plus de possibilités à d'autres pays et de donner un élan à la reprise et la croissance économique mondiale.
Une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous est l'un des objectifs de développement durable mis en avant par les Nations Unies. Il s'agit également d'un important indicateur de progrès social. Un arrondissement de Shanghai a répondu à cet appel. On suit les précisions de nos confrères de CCTV+. Le cours d'éducation physique est le cours préféré des élèves d'école primaire. Et Tong Tong, âgé de 9 ans, n'y fait pas exception. La seule différence est que Tong Tong est né avec une lésion cérébrale. Toutefois, ses enseignants font tout leur possible pour qu'il continue à participer aux cours. L'école de Tong Tong à Shanghai est pionnière, s'inscrivant dans le projet expérimental de la ville de bâtir un système éducatif équilibré pour tous les élèves. Et au cours des 7 dernières années, l'école primaire Tianjiabing Jiabe de Shanghai s'est investie pour mieux soutenir ses élèves aux besoins spéciaux. Certains de nos élèves ont des besoins physiques et psychologiques spéciaux et nous souhaitons garantir que tous leurs enseignants le sachent. Toutes les 2 semaines, nous organisons une réunion multidisciplinaire pour discuter du cas de ces élèves. Au début de janvier, le district de Jing'an, dans lequel se trouve l'école primaire, a émis un plan pour le développement d'une éducation inclusive qui promet d'apporter un soutien systématique à chacune des écoles sous sa juridiction. Celui-ci comprend une formation des enseignants afin qu'ils sachent mieux répondre aux besoins spéciaux des élèves. Auparavant, les élèves aux besoins spéciaux étaient exclus par leurs pairs en classe et les enseignants les considéraient comme un fardeau. Mais à présent, nous considérons les différences des élèves comme une importante ressource éducative. À l'heure actuelle, les enfants chinois présentant des handicaps sévères doivent toujours se rendre dans des écoles spécialisées pour leur éducation, tandis que les écoles ordinaires ne sont d'habitude pas équipées avec les ressources ou l'expertise nécessaires pour offrir à ces élèves aux besoins spéciaux une expérience d'apprentissage de qualité. Mais résoudre cela, selon les experts, serait faire un pas dans la bonne direction. La professeure Wang Heiping fait office de conseillère éducative auprès du plan pour le développement d'une éducation inclusive. L'éducation inclusive consiste à réaliser son droit à l'éducation. Les enfants aux besoins spéciaux doivent avoir le droit d'être éduqués dans des écoles ordinaires. Si une école ne répond pas aux bonnes conditions de leur accueil, la faute revient à l'école, pas aux parents. Eh bien, comment dire ? Il peut étudier dans cette école commune en étant entouré d'enseignants très attentionnés et les autres enfants ne s'en prennent jamais à lui. Il n'y a aucun harcèlement et je suis très heureuse de cela. Comme le disent les enseignants de Tong Tong, l'éducation inclusive ne concerne pas que les enfants affectés de handicap, car il s'agit après tout d'appliquer ce niveau d'attention et de soutien à chacun des élèves. Télé Info 13h Stop FM, merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi en nouvelle diffusion la chronique du soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican à 14h. Rencontre artistique et culturelle sera au rendez-vous à partir de 16h30, le bulletin de l'information. Très bonne suite des programmes.